Bonsoir, bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez à l'instant, merci de votre fidélité. À suivre dans ce journal, le mécontentement du syndicat national des magistrats du Gabon suite au non-respect des préalables soumis à la tutelle. Ce matin, ce syndicat a, au cours d'un point de presse, annoncé l'entrée en grève des magistrats. Et puis, lancement ce matin à Libreville des activités de la semaine de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. Il s'agit de comprendre le monde bantou pour mieux partager ses connaissances aux autres. Je vous le disais à l'instant au sommaire de cette édition d'information, le syndicat national des magistrats du Gabon a tenu un point de presse au palais de justice de Libreville. Il annonce son entrée en grève dès ce jour pour cause de non-respect des préalables soumis sur la table de la tutelle. Le reportage de Euphrem Biogoezo. Les parquets de la République et l'ensemble des juridictions assureront le service minimum. C'est du moins ce qui ressort du point de presse rendu public par le bureau du SINAMAG, qui fustige l'insouciance des gouvernants face à leurs difficultés. Des propos qui font tache d'huile au moment où l'on pensait que tout allait pour le mieux au sein de cette institution. Pour ce qui concerne l'ordre judiciaire, pendant cette période, aucune juridiction ne tiendra des audiences publiques. Le service minimum est limité à l'examen des dossiers mis en délibéré et aux matières citées ci-après. Au niveau des tribunaux de première instance, les parquets de la République et les cabinets d'instruction ne traiteront que des nouvelles procédures pénales, des prolongations de la détention préventive, des demandes de mise en liberté. Pour la juridiction du président, seules les audiences en cabinet se tiendront. D'autres restrictions sont à noter en ce qui concerne les cours d'appel, une situation qui vient une fois de plus pénaliser les détenus en attente d'une délibération. Les parquets généraux et chambres d'accusation ne traiteront que les demandes de mise en liberté et les prolongations des détentions. La chambre du premier président tiendra les audiences de défense à exécution en cabinet. Ces hommes et femmes habitués des parquets ont mis en branle les 6 points examinés, lesquels contiendraient les préalables que la tutelle se doit de régler avant tout retour à la normale. Et pour plus d'informations sur cette grève, Maître Germain Nguema est là. Du reste, président du syndicat national des magistrats du Gabon, énumère ici bon nombre de préalables qui restent à solutionner. Sur le deuxième point, il est relatif à l'attribution de l'immeuble de Batel 4 aux juridictions administratives de Libreville. Sur ce point, le constat est aussi le même. Le ministre de la Justice occupait le 4e étage qui comporte 6 bureaux. Seul cet étage a été mis à la disposition du premier président de la Cour d'appel administrative. Malheureusement, ces bureaux ne peuvent suffire aux 2 juridictions administratives, le tribunal et la Cour d'appel. Depuis le mois de février dernier, aucun autre service n'a libéré cet immeuble. Le ministre de l'égalité des chances et les autres services administratifs sont toujours dans le bâtiment. Sur le 4e point, il concerne les costumes d'audience. Sur ce point, nous précisons qu'un lot de 116 toges des magistrats et greffiers avait été mis à la disposition du secrétaire général du ministère le 7 février 2017. Pour ce qui concerne le lot de 200 autres costumes, nous attendons la fin du mois de juin pour constater l'effectivité de la commande. Sur le point 5, il est relatif à la prime d'incitation à la performance. Seule une partie de cette revendication avait été prise en compte dernièrement. Le paiement de la prime de décembre 2014 est toujours en attente. Nous précisons que le gouvernement avait exclu les magistrats qui étaient en juridiction, alors que le personnel des greffiers et les magistrats en service au ministère avaient été pris. On en vient à présent à parler de la passerelle piétonne à plein ciel. Si son bien fondé est avéré dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville, cette passerelle suscite des commentaires pas toujours positifs, tant dans le quartier que sur les réseaux sociaux. Voici le reportage de Marielle Ecom.
Installée le 14 mai dernier, mais pas encore opérationnelle, la passerelle piétonne de plein ciel dans le 3e arrondissement de Libreville suscite moult réactions mitigées. Non pas que la passerelle a été mal accueillie, mais c'est plutôt un certain nombre d'éléments relatifs à sa réalisation qui sont diversement commentés et appréciés. Dans ce sens, nombreux de Librevillois voient d'un mauvais œil la publicité autour de cette infrastructure. Il aura fallu attendre de voir les piétons se faire écraser comme du bétail avant de poser une simple passerelle. Tandis qu'ailleurs, pour ne pas aller loin, en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Sénégal, il existe des passerelles de ce genre dans toute la capitale, et ce, depuis des décennies. Nullement besoin de faire de la publicité pour si peu. L'inauguration en juin prochain de cette passerelle par le chef de l'État en personne, à en croire des sources proches de FHEC, société en charge de la réalisation de celle-ci, reste un autre élément de désaccord, suscitant autant de réactions houleuses sur les réseaux sociaux. Même si l'information reste à confirmer, elle a été passée au crible. Comment comprendre qu'un chef de l'État en soit réduit à ça, clament certains. Par ailleurs, le tapage médiatique autour de cette réalisation a permis d'exhumer certaines promesses oubliées du chef de l'exécutif, faites en 2013, qui disait, je cite, « Le gouvernement construira 100 passerelles pour piétons dans tout le pays pour limiter le nombre d'accidents dus à la traversée de la chaussée à des endroits jugés très dangereux », déclarait Ali Bongo Ondimba. 5 ans ont passé et l'on est visiblement loin du compte. Une seule a été réalisée et encore, elle est loin d'être achevée. D'où les railleries de certains détracteurs du pouvoir qui s'en servent pour illustrer les limites de ceux qui sont pour le moment aux commandes. D'autres, par ailleurs, ont déploré l'absence de communication autour du coût de l'ouvrage. Si le bien fondé de cette infrastructure est avéré, il permettra désormais aux piétons de traverser la voie express en toute quiétude. Alors, pourquoi autant de commentaires négatifs ? Pour certains observateurs avertis, cette situation est simplement la matérialisation des crispations nées de la dernière présidentielle, ce qui laisse penser que le mandat en cours risque d'être long et sinueux. Au Gabon, l'enseignement et la formation des jeunes sont au cœur des préoccupations des gouvernants. C'est dans cette optique que la Constitution de notre pays stipule que les cours sont gratuits. Mais cette mesure ne semble pas être appliquée dans plusieurs établissements d'utilité publique. Le constat de Johnny Lerbouya. Au Gabon, l'instruction et la formation professionnelle sont garanties par la Constitution de la République qui stipule clairement dans son article 1er à son alinéa 19 que la liberté de l'enseignement est garantie à tous. Selon la loi numéro 16/66 portant l'organisation de l'enseignement en République gabonaise, permet d'organiser un service public dont l'une des missions principales consiste à favoriser l'accès à l'enfant gabonais d'être instruit. D'où la gratuité des frais de scolarité de 6 à 16 ans et égalité des chances entre les sexes. Plus de 3 décennies plus tard, cette mesure gouvernementale est balayée d'un revers de la main dans les établissements d'utilité publique. Du primaire au secondaire, les cours ne sont plus gratuits. Les parents déboursent des sommes de 3 à 5 000 francs pour les frais de scolarité. À cela s'ajoutent les rames de papier et les rouleaux de papier hygiénique dont la destination demeure inconnue et non justifiée par les responsables des établissements. Cela nous amène à nous interroger si l'école gabonaise au public est gratuite. C'est au regard de tout ce manquement observé au sein du système éducatif gabonais que l'on attire l'attention du gouvernement et d'autres institutions nationales et internationales sur la nécessité de revoir la situation de la gratuité des frais de scolarité dans notre pays, afin de trouver des solutions visant à renverser la tendance du monde de l'éducation pour le développement du Gabon. Coiffeur, cordonnier, vendeur de fruits et légumes ou encore conducteur de taxi, ces petits métiers pourvoyeurs d'emploi ne motivent pas les Gabonais. Mais dans ce contexte de crise que traverse notre pays, ils constituent de véritables sources, de véritables options en matière de lutte contre la précarité. Alors que le Gabon apparaît fragilisé par la crise dans le secteur du pétrole, les tensions sur le marché de l'emploi vont se durcir. Le problème des jeunes, toujours hostile aux petits métiers, reste entier.
À Libreville, la capitale qui compte 700 000 habitants, tout petit métier est généralement exercé par des ressortissants d'autres pays africains. Les nationaux sont reconnus pour leur mépris pour les travaux salissants ou simplement pour leur paresse au travail. Des petits métiers tels que pousseurs de brouettes, vendeuses de gâteaux, braiseurs des ailes de poulet et des brochettes de viande, les Gabonais n'en veulent pas. Dans les marchés, les espaces commerciaux appartiennent pour une part écrasante à des expatriés. Pas de boutiquiers nationaux. Résultat, chaque vendredi, entre 12h et 14h, il est quasiment impossible de se procurer du pain ou du crédit. Les boutiquiers, communément appelés maliens, se rendent à la mosquée pour la prière. Des petits métiers, tels que chauffeurs de taxi, gardiens, blanchisseurs, débroussailleurs, le commerce de fruits et légumes, les Gabonais n'en rêvent pas. Contrairement aux femmes, les nationaux ne s'orientent que très peu vers la coiffure. La gestion des nombreux bars dans les rues et ruelles de Libreville est incontestablement assurée par de jeunes Camerounaises. Pourtant, ces petits métiers contribuent à l'augmentation du produit intérieur brut, contribuent à lutter contre la pauvreté et faire régresser la courbe du chômage. À la base du rejet de ces petits métiers, il y a la famille qui inculque aux jeunes apprenants que la réussite passe nécessairement par l'obtention de diplômes universitaires qui donnent l'accès à l'administration. Si c'était vrai à une époque, aujourd'hui le contexte a changé, avec la saturation de l'emploi public, l'État ne pouvant plus recruter massivement. Le temps est donc venu pour les jeunes Gabonais de sortir de leurs complexes et de leurs illusions. Au moment où le pays traverse une crise sévère, l'absence des nationaux dans le secteur des petits métiers ne doit plus se faire ressentir. Il faut investir les petits métiers pour échapper au chômage. Il y a encore de l'espoir. Pour ce qui est du secteur de la friperie ou Moutouki, au marché Momboué, l'on observe un réel engouement de la part des nationaux. Dans la capitale gabonaise, des cas d'incivisme sont régulièrement observés. Des plantes sont saccagées dans la zone des charbonnages. Des actes attribués à des individus tapis dans l'ombre. Euphrem Biogoezo. Destruction des plantes et autres espaces verts de la ville, c'est dans cette nouvelle activité que plusieurs jeunes Librevillois s'illustrent négativement en s'attaquant au domaine communal, non loin de l'entrée du 6e Bima, dans la zone du quartier Charbonnage, des plantes dont plusieurs espèces qui contribuent non seulement à l'embellissement de la ville et à la préservation de notre environnement ont été détruites, coupées à la machette pour la grande majorité. Pourquoi s'attaquer aux plantes? Des comportements qui laissent croire qu'il s'agirait d'une opération de sabotage savamment orchestrée par des individus tapis dans l'ombre. Le long de cette voie de communication qui relie la zone nord de Libreville au reste des quartiers, le spectacle est irréel. En juger par ces images, quelques conseils à l'endroit des personnes. Des campagnes de sensibilisation s'imposent à travers la ville afin d'emmener chacun des concitoyens à adopter des comportements responsables. Rien à voir avec ce qui précède la journée internationale de l'homophobie qui se tient le 17 mai de chaque année est un événement rassembleur des homosexuels, une pratique qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Fabiola Mengue. Partout dans le monde, les personnes homosexuelles sont encore victimes de violences, discrimination et violations de leurs droits fondamentaux. Dans plusieurs pays, les relations homosexuelles sont considérées comme des délits ou des crimes passibles de peine de prison, voire la mort. Pour certains pays européens, les principes fondamentaux d'égalité en droit et en dignité
doivent être respectées pour tous les individus, quelle que soit leur orientation sexuelle ou leur identité en genre. Bien que présent en Afrique, l'homosexualité n'est pas la bienvenue, car c'est un sujet qui ne peut exister. C'est contre l'éthique, les coutumes et la tradition. Si en Afrique du Sud, l'on a légalisé la loi sur le mariage gay, mis à part elle, ailleurs, la législation est souvent plus dure. Sur le continent africain, non seulement le mariage entre deux sexes est strictement interdit, mais surtout l'homosexualité n'est pas autorisée. Elle est même considérée comme un crime en Afrique, car Dieu a créé deux êtres différents pour s'accoupler et pas le contraire. Si nous prenons le cas du Sénégal, où les personnes qui le pratiquent courent 1 à 5 ans de prison ferme et une amende de 100 à 1 500 000 francs CFA. Les pays africains justifient ces différentes poursuites pour des valeurs culturelles. Certains pensent que l'homosexualité est une pratique importée de l'Occident. Pour le cas du Gabon, l'on observe une montée au flambeau de ces pratiques, mais la loi gabonaise qui ne la défend pas ni la condamne posera à la longue d'énormes difficultés à nos mœurs, car ce combat semble impossible. Sous le haut patronage de son Excellence Ali Bongo Ondimba, le CICIBA et le ministère de l'économie numérique, de la communication, de la culture, des arts, en partenariat avec le PNUD, organise depuis ce matin la semaine de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, sous le thème « Afrique matière première ». Cette rencontre vise à faire comprendre le monde bantou pour mieux le faire comprendre aux autres. Arnaud Babekonde. La semaine de la descendance internationale des personnes d'ascendance africaine qui a débuté ce jour intervient au lendemain de la déclaration des Nations Unies sur les personnes d'ascendance africaine. C'est dans ce cadre que le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, le Centre international des civilisations bantoues, CICIBA, et le gouvernement gabonais apportent leur contribution aux actions de la décennie des personnes d'ascendance africaine en organisant cette première édition en terre africaine, notamment au Gabon. Une rencontre sur le sceau de la mémoire et de la fraternité. En acceptant d'abriter les présentes assises, le Gabon entend accomplir sa part du devoir de mémoire et de solidarité en faveur de toutes les victimes du délit d'humanité. Le Gabon entend également s'inscrire à l'instar de toutes les communautés africaines et afro-descendantes dans la pleine réappropriation de son histoire et libre choix de son avenir, en revendiquant le partage de ce destin forcément commun. Mesdames et messieurs les éminents chercheurs et hommes de lettres, la tenue de cette semaine de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine au Gabon constitue, au regard de l'extrême qualité des sommités africaines et afro-descendantes qui nous ont été présentées tout à l'heure, que vous incarnez tous d'ailleurs, constitue l'occasion de trouver des réponses à ces questions essentielles. Des questions relatives à notre rapport avec le passé. Des questions relatives à notre continent, l'Afrique. Des questions relatives à l'Europe, mais aussi aux Amériques. Cette première semaine permettra à des personnes d'ascendance africaine de faire entendre leur voix si longtemps tuées, presque oubliées, qui viendront de tous les continents pour échanger avec leurs frères restés sur le continent. Les échanges porteront sur les blessures respectives que la traite transatlantique a engendrées sur les méthodes qui ont été développées par les afro-descendants pour survivre, résister et penser leurs plaies physiques et psychiques et renaître en hommes et en femmes nouveaux avec une culture qui emprunte au passé, mais qui est résolument tournée vers l'avenir. Cette semaine permettra aussi aux Africains du continent de partager les systèmes et mécanismes qu'ils ont développés pour ne pas oublier. Les retrouvailles de Libreville vont aussi sans doute générer beaucoup d'émotions et permettre de construire des ponts durables pour aider les deux branches de l'Afrique longtemps écartelées à mieux se connaître, à comprendre leurs réalités respectives, à analyser les options de renaissance, de réparation, de développement et d'accès
à tous leurs droits fondamentaux afin d'en finir avec la question de la déportation et des multiples exils. Coordinatrice du système des Nations Unies et PNUD au Gabon, afro-descendante, Madame Petrus Barry a recommandé à l'Union africaine et aux Nations Unies ce qui suit. L'Union africaine demande à ses États membres d'accorder la citoyenneté du pays d'Afrique auquel un afro-descendant le demanderait. Ceci montrerait la reconnaissance du fait que nous ne sommes qu'un. Les Africains d'Afrique et les Africains d'ailleurs. Nous demandons le droit au retour, nous demandons le droit de choisir notre nationalité et de ne pas nous voir imposer une nationalité. La reconnaissance, c'est aussi comprendre la profondeur du racisme et de la discrimination auxquelles font face les personnes d'ascendance africaine, en mettant à jour les données, en utilisant la discrimination positive dans les domaines publics et privés, en s'assurant de leur intégration dans les sphères économiques et politiques, en rendant leur histoire, leur culture et leur contribution visible. Et dans ce journal, on parle du budget primitif de la commune de Libreville, arrêté en recettes et dépenses à la somme de 26 429 4 506 francs CFA. Pour l'année 2017. C'est en tout cas ce qui ressort des résolutions du Conseil adoptées. Euphrem Biogoezo. 24 heures de travaux consacrés à la session ordinaire du Conseil municipal de la commune de Libreville pour une issue heureuse, d'autant plus que le budget primitif pour l'exercice 2017 tel que proposé par celle qui assure la présidence du Conseil a fini par être adopté, même si à l'ouverture des débats, certains conseillers, bien qu'issus de la majorité républicaine, affichaient déjà des réelles inquiétudes quant à son approbation. Chose faite, Rose Cristiano Soukara Ponda s'en est plutôt bien tiré d'affaire, puisque celui-ci, tel qu'il a été proposé, a fini par être validé. Exercice 2017, arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 26 89 4 056 francs CFA contre 26 785 525 687 francs CFA en 2016. Il est à noter que le budget que le Conseil vient d'adopter est en légère diminution de 696 521 631 francs CFA par rapport au budget primitif de l'exercice écoulé. Diminution imputable au contexte économique du pays qui impose à beaucoup de prudence. À noter que la responsabilité qui anime chacune des parties représentées au sein du conseil municipal a été pour beaucoup dans la réussite et l'adoption du présent budget. Reste cependant à mutualiser les efforts afin que les budgets à venir connaissent une légère hausse et que ce petit passage à vide ne soit pas une défaite en soi, mais une source de motivation pour les lendemains meilleurs. Au chapitre religion, on parle de la problématique sur l'importance de l'unité du corps de Christ, qui a retenu l'attention de notre rédaction. Le bien fondé de celle-ci dans ce reportage signé Inès Gungamombo. L'organisation d'un événement de grande envergure, tel que les croisades d'évangélisation, les grandes nuits de prière pour l'Église, les personnes et le pays, nécessite un apport multiforme, partant sur le plan spirituel que physique. Ce qui nous conduit à parler de l'importance de l'unité du corps de Christ dans de tels moments. Ici, il est question dans un premier temps d'amener les leaders d'Église à comprendre qu'ils servent tous le même Dieu et qu'ensemble, ils doivent défendre les intérêts du royaume de Dieu en mettant de côté tous les clivages différentiels d'appartenance religieuse, doctrinale, pour ne citer que cela. La Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 17, le verset 22, je cite, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Jésus-Christ est un avec son Père, alors les leaders d'Église devraient aussi l'être, afin que chacun apporte sa main d'association, sa contribution, pour qu'enfin le monde soit gagné à Christ.
Les hommes et femmes de Dieu doivent être des bons exemples non seulement pour ceux qui les entourent, mais aussi pour la société tout entière. La Bible déclare « Recherchez le bien de la vie dans laquelle je vous ai envoyé en captivité, car votre bonheur en dépend. Donc, il serait judicieux que les uns et les autres soient unis, qu'ils participent au programme de la communauté pour que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié, et que la multitude des personnes qui ne connaissent pas Dieu puissent le connaître et le recevoir comme leur Seigneur et Sauveur personnel dans leur vie. » Et l'actualité, c'est également hors de nos frontières. Le président Emmanuel Macron s'est rendu à Berlin lundi pour son premier voyage officiel afin de s'entretenir avec la chancelière allemande Angela Merkel. Ils ont tous deux souligné la nécessité d'une nouvelle dynamique pour l'Europe. Sa première visite de président, Emmanuel Macron l'a réservée à Angela Merkel. Le nouveau chef de l'État respecte là une tradition, mais il montre aussi son attachement à une Union européenne qu'il souhaite refonder pour mieux partager la croissance et la faire aimer des Européens. Pour cela, il souhaite la création d'un budget de la zone euro, un ministre de l'économie et des finances, sous le contrôle d'un parlement rassemblant les élus de la zone euro. Des ambitions bien accueillies sur le papier par Berlin, mais qui renvoient l'Allemagne, adepte de l'orthodoxie budgétaire, à ses contradictions. Si nous sommes tellement attachés à l'idée de l'intégration européenne, si nous continuons à croire que notre avenir passe par l'UE, qu'est-ce qui est le plus important pour l'Allemagne? L'objectif de zéro déficit budgétaire, qui est un objectif honorable, ou bien l'avenir de l'Union européenne? Pour Der Spiegel, l'ami Emmanuel Macron veut sauver l'Europe. L'Allemagne devra payer. Car le président français va jusqu'à imaginer que les dettes de certains pays puissent être contractées en commun, c'est-à-dire que les plus forts mettent la main à la poche pour les plus faibles, à l'opposé des convictions du très économe ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble. Si nous voulons que l'Europe soit plus forte, chaque pays doit d'abord faire en sorte de se renforcer. On ne résoudra pas les problèmes de la zone euro en affaiblissant l'Allemagne. Emmanuel Macron proclamait vouloir une Europe avec l'Allemagne, pas contre l'Allemagne. Pas sûr que sa volonté suffise à convaincre Berlin, surtout avant les législatives de septembre. Le porte-parole de la coalition de l'État islamique a annoncé mardi que le groupe djihadiste est en passe d'essuyer une défaite totale à Mossoul, son bastion irakien dont il ne contrôle plus que 12 km² selon l'armée irakienne. Dans le district de Tamouz, à l'ouest de Mossoul, les combats continuent. Aidées par les frappes aériennes de la coalition internationale, les forces irakiennes affirment encercler les djihadistes. Mais les combats sont difficiles dans ces rues étroites. Et le groupe État islamique riposte en se servant des habitants comme boucliers humains. Les djihadistes enferment des civils dans leurs maisons pour ralentir l'avancée de nos troupes, et ça nous ralentit. Notre priorité, c'est de libérer les familles du groupe État islamique. Mais leur stratégie n'arrêtera pas l'avancée de nos troupes. Les djihadistes se sont emparés de la deuxième ville d'Irak en juin 2014. Depuis près de 3 ans, ils ont fait régner la terreur sur la population locale. Les forces irakiennes nous ont sauvés des djihadistes. Merci mon Dieu. Comment vous ont-ils traités? De la pire des façons. Ils nous ont maltraités. On n'avait rien à manger, rien à boire. Ils interféraient dans tout, même dans nos affaires privées et familiales. 250 000 civils seraient encore coincés dans l'ouest de Mossoul et près de 500 000 personnes ont déjà été déplacées à cause des combats. La page des sports de cette édition d'information nous ramène à Libreville au Gabon, où la caravane de mobilisation et de sensibilisation des jeunes s'active depuis plusieurs jours au profit de la Coupe d'Afrique des U17. Dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville, le rond-point d'AONG était le point de rassemblement, nous rapporte ici Mosconi Ngonomba. Après le lancement officiel de la CAN U17, l'engouement et l'ambiance se poursuivent dans les différentes artères des villes. Au rond-point d'AONG, la caravane vient de marquer un stop devant une foule de personnes pour célébrer ensemble cette grande fête du football africain. Sur la première journée, la Port-Gentil, la foule a répondu présente. Nous avons eu quand même un peu plus de 14 000 personnes au stade, à Libreville. Donc le constat
satisfaisant pour nous et nous réussir. Durant cette rencontre de sensibilisation et de mobilisation, les jeunes sont appelés à soutenir cette compétition en remplissant les stades afin de rendre encore meilleure la qualité du jeu, mais surtout d'apporter un peu plus d'encouragement à ces jeunes. Le jeu a démarré, les citoyens, les jeunes en particulier sont déjà mobilisés. Donc demain, naturellement, il y aura un petit cyclone de surprise. Donc naturellement, nous invitons tous ceux qui nous ont accompagnés durant ces différentes étapes, parce qu'ils étaient nombreux. Il y en a qu'on a vu à la plage du lycée Léomba, il y en a qui étaient avec nous à Nzayon, il y en a qui étaient avec nous à la SNI au Vendo. Ils n'ont pas arrêté de nous accompagner, ils seront encore là demain. Pour ceux-là, il y aura toujours une pointe de surprise pour la dernière étape. Et naturellement, ces surprises ne vont pas s'arrêter demain, elles vont continuer dans les stades. Vivement que le message soit bien perçu par ces jeunes, pour qu'ensemble, ils profitent de ces beaux moments de football africain en terre gabonaise. Autre mot de sport, les travaux de chantier de construction du complexe sportif de Petit Paris situé dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville vont bon train. Le constat a été fait par notre équipe de reporters dirigée par Yasser Nicolas Ndong. Lancés il y a quelques mois, les travaux de construction du complexe sportif de Petit Paris dans le 3e arrondissement de Libreville vont plutôt à bon train. C'est du moins ce qui en ressort de la récente visite du ministre des Sports sur le chantier, où responsables et ouvriers de la société adjudicataire des dits travaux étaient à pied d'œuvre. Le complexe sportif voit le jour ici suite à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de handball 2018 dont le Gabon sera le pays hôte. Ayant refusé de se prêter à nos micros, les responsables de l'entreprise rassurent de vive voix, je cite, « La livraison des travaux du complexe sportif construit dans le but de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de handball seront livrés dans les délais fixés. » Le manque criard de gymnases et de plateaux sportifs à Libreville et ses environs reste une problématique majeure pour les instances gouvernantes. Et la livraison de ce complexe ne pourra être saluée par les différents acteurs du monde sportif. Nous sommes ici au stade de l'annexe. Les travaux du stade se déroulent très bien. Le chantier avance très bien. En tout cas, le chantier avance très bien. J'appelle à tous mes frères gabonais, ceux qui cherchent l'emploi, puissent aussi venir demander de l'emploi, venir pouvoir travailler pour avoir quand même quelque chose, au lieu de rester à la maison assis. Il le faut parce que nous n'avons pas un gymnase. Celui-ci serait plus un très bon gymnase ici au Gabon. Vivement que ce chef-d'œuvre voie le jour et qu'il soit mis à la disposition des différents acteurs afin de leur permettre d'évoluer dans un climat sain. Et on ne se quitte pas sans cette question d'actualité qui vous a été posée par Fabiola Mengue en expression libre. Qui est le 24e président de la République française ? Qui est le 24e président de la République française? À cette question, il fallait tout simplement répondre François Hollande, qui a gouverné la France du 15 mai 2012 au 14 mai 2017. C'était l'essentiel du journal de notre rédaction réalisé par David Mitola. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent.